Sébastien Chenu, député Rassemblement National, invité de BFM Politique. Sébastien Chenu, avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent vous interpeller, vous poser des questions directement. Il suffit de flasher le QR code qui va apparaître à la droite de l'écran, comme par magie. Vous le flashez et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Sébastien Chenu, la situation en Nouvelle-Calédonie reste critique. L'État a lancé cette nuit une contre-offensive, notamment pour reprendre le contrôle de la route entre Nouméa et l'aéroport. Et la semaine a été marquée par un changement de ligne très net de votre parti, jadis ultra pro-loyaliste, considérant que les référendums organisés avaient soldé la question de l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la France. Vous plaidez aujourd'hui pour un accord global et vous évoquez même la possibilité d'un autre référendum dans 40 ans. Désormais, le RN cède face aux violences ? Non, pas du tout. Et je crois que si on ne considère pas cette situation en Nouvelle-Calédonie comme particulièrement complexe, et si on la résume comme vous le faites d'une façon un peu simpliste, c'est qu'on a... Pardon Sébastien Chenu, je résume les prises de position qui étaient les vôtres ces dernières années. D'abord, cette semaine, si vous voulez, avant de commencer peut-être sur la Nouvelle-Calédonie en tant que telle, elle a pour moi été marquée par l'impuissance de l'État. Le dossier calédonien en est l'illustration, l'antisémitisme illustré par l'attaque de la synagogue de Rouen, ou encore l'assassinat de nos 2 agents pénitentiaires à Incarville. Et on y reviendra dans un instant. Je le crois, montrer avec beaucoup de force aux yeux de tous l'impuissance de l'État. Avec des sujets très différents, reconnaissez-le. Très différents, mais qui, compilés les uns aux autres, montrent un État, si ce n'est déliquescent, en tous les cas totalement impuissant dans sa capacité à assurer la protection et la sécurité des Français. En Nouvelle-Calédonie, moi je ne peux pas commencer sans avoir une pensée pour Nicolas Molinari et Xavier Salou, qui sont les 2 agents des forces de l'ordre qui ont été assassinés. Je veux aussi avoir une pensée pour les 4 autres victimes. Il y a 6 morts en 6 jours en Nouvelle-Calédonie. La situation est évidemment dramatique. Et voir notre pays s'entre-déchirer, car la Calédonie, qu'on soit kanak, qu'on soit indépendantiste, qu'on soit loyaliste, ce sont des Français. Notre pays s'entre-déchirer si loin de la métropole est une douleur qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est pour le constat. Sur le changement de ligne, je le répète, il y a encore quelques années, le Rassemblement National considérait que les 3 référendums qui avaient eu lieu soldaient la question de l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la France. Et là, on découvre cette semaine que Marine Le Pen plaide pour qu'il y ait un nouveau référendum dans 40 ans, disant non, il faut un accord global, le gouvernement est allé trop vite. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé à ce point ? Non, vous n'avez pas, je crois, suivi Benjamin Duhamel exactement à la fois l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et la nécessité de tracer des perspectives. Car il n'y a pas de changement de ligne au Rassemblement National. Non, il y a la volonté d'une Nouvelle-Calédonie qui reste française. Nous l'avons affirmé, réaffirmé. La volonté aussi de voir l'ordre revenir. Moi, je soutiens les forces de l'ordre. Je condamne les exactions. J'ai une pensée évidemment pour les chefs d'entreprise, les commerçants qui voient leur outil de travail se faire détruire. Mais la Calédonie doit rester française. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... Attendez, juste Sébastien Chenu, moi je veux bien... Non mais là, je prends à témoin ceux qui nous regardent et vous expliquez qu'il n'y a pas de changement. Benjamin Duhamel. En 2021, au moment du 3e référendum, Marine Le Pen avait déclaré que les Calédoniens s'exprimaient, je cite, de façon définitive. Et là, cette semaine, on apprend qu'elle plaide pour un nouveau référendum dans 40 ans. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il n'y a pas de changement. Benjamin Duhamel, la situation a évolué en 20 ans. Les accords de Nouméa, qui ont été 2021, produits, il y a 3 ans. mais laissez-moi m'exprimer, qui ont été produits en 1998, ont tracé des perspectives. Il y a eu 3 référendums, dont le dernier a été d'ailleurs boycotté. Il avait eu lieu pendant la période du Covid. Donc il n'était pas légitime, ce dernier référendum ? Il était légitime, mais on sait très bien qu'il a été tenu dans des circonstances particulières. Mais peu importe, il y a eu un résultat, et 3 fois, les Calédoniens ont indiqué qu'ils souhaitaient rester dans la République française. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Il y a un problème économique extrêmement important en Nouvelle-Calédonie. Entre 10 et 12 000 personnes ont quitté la Nouvelle-Calédonie parce que son avenir est incertain. Il y a un problème politique et institutionnel. Et là, je le dis, les accords de Nouméa, et ça explique la position qui est la nôtre, et je vais la délayer, l'expliquer. Les accords de Nouméa prévoyaient, des clauses de revoyure, c'est-à-dire que les signataires devaient se revoir régulièrement pour faire le point. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était en 2019. En 2019. Depuis, plus rien. Depuis, le gouvernement a pris des décisions unilatérales et il a, évidemment, à travers son refus d'avoir un accord global qui entraîne, ça veut dire un accord politique, institutionnel, économique... On vous entend, Sébastien Chenu. Et juste avant de donner la parole à Amandine, pour ceux qui nous regardent, il y a effectivement la semaine qui s'est écoulée, que vous avez décrit il y a un instant, 6 morts. Est-ce que vous comprenez que certains se disent il y a des violences de la part des émeutiers, il y a des revendications extrêmement fortes, et face à cela,
le Rassemblement national, l'âge du lest, considère qu'il faut envoyer aussi un message aux émeutiers qui sont en Nouvelle-Calédonie. Mais monsieur, ce qu'il faut éviter, c'est la guerre civile. Ce qu'il faut éviter, c'est une situation dans laquelle il y aurait des perdants et des gagnants. Parce que la Nouvelle-Calédonie, si on la laisse s'embraser comme on est en train de le faire, si on laisse s'installer un climat de guerre civile, eh bien à la fin, ce sera immaîtrisable. Et ça fera d'ailleurs la fortune de certains pays qui lorgnent dessus. Je pense à la Chine. Donc il faut trouver les voies de la paix. Pour trouver les voies de la paix, il faut donner des perspectives. D'abord qui permettent économiquement de redresser le pays. Il faut du temps pour que l'État, il y a la filière nickel qui est importante, qui est intéressante, sur laquelle on doit pouvoir travailler. Et l'État doit pouvoir s'en emparer. Il ne l'a pas fait. Et si vous ne donnez pas des perspectives, et celle du référendum dans 40 ans est une perspective donnée à des Calédoniens. Car si vous ne donnez pas des perspectives à des gens qui se battent d'une façon que moi je conteste pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, eh bien si vous ne leur donnez pas des perspectives en leur disant dans 40 ans, quand la situation aura évolué, on reposera la question, eh bien vous laissez ces gens se mettre dans les mains des plus violents. Pour poursuivre ce que disait Benjamin sur les ambiguïtés et les changements de ligne, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dit qu'il était, je le cite, irresponsable d'engager le dégel du corps électoral avant les Jeux Olympiques. Alors on précise que le dégel du corps électoral, c'est de permettre à ceux qui sont là depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie de voter aux élections locales. Vous et tous les autres députés du Rassemblement national, vous avez voté à l'Assemblée nationale le dégel du corps électoral. Donc, si on fait le lien, est-ce que ça fait de vous un irresponsable? Non, mais pas du tout. Vous confondez le timing imposé par le gouvernement et le fond du problème, la forme et le fond. Sur la forme, le timing, nous on considère, et Marine Le Pen l'avait dit à Gérald Darmanin il y a déjà plusieurs mois. Et vous aviez l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale. Et nous l'avons dit il y a déjà plusieurs mois. Dit à l'Assemblée nationale, mais nous l'avons dit évidemment, le timing n'était pas le bon. D'abord pourquoi? Parce que dans une période électorale comme on la connaît, vous êtes dans une période qui tend ou qui crispe les uns et les autres. Parce que les forces de l'ordre sont mobilisées ici à Paris pour les Jeux Olympiques et que évidemment vous avez des difficultés à pouvoir, s'il y a un problème en Nouvelle-Calédonie, envoyer des forces de l'ordre. On le voit actuellement. Le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas imaginé que le dégel du corps électoral puisse appeler de la violence est une naïveté confondante. Ça, c'est sur le timing. Jordan Bardella, il est irresponsable d'engager le dégel du corps électoral avant les Jeux Olympiques. Le timing n'est pas le bon. Mais sur le fond, évidemment qu'on est pour le dégel du corps électoral. Évidemment qu'on est pour que lorsqu'on vit, qu'on est en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, c'est ça aujourd'hui qui a été voté, eh bien on puisse voter évidemment sur la politique locale. C'est une évidence que sur le fond, on est favorable à ce dégel. Mais il fallait un accord global qui encadre le corps électoral, le dégel du corps électoral, un accord économique, un accord institutionnel. Pourquoi vous n'êtes pas abstenu alors ou votez contre? Parce qu'on est favorable au dégel du corps électoral. Oui, mais c'est inclusif une question de calendrier. Donc, non, mais il faut être très... Cette réserve, vous pouvez la manifester aussi par une abstention ou non, mais si on s'était abstenu, c'était ne pas assumer des responsabilités. Vous envoyez un message politique. On est favorable au dégel du corps électoral. Nous, on n'a pas des positions, je veux dire, comme la France insoumise, qui considère que tout le monde doit avoir le droit de vote en métropole, mais que là-bas, lorsqu'on est français depuis toujours, calédonien depuis toujours, eh bien, on ne peut pas voter dans son propre département. Donc nous, on a une cohérence, on est favorable au dégel du corps électoral. Simplement, le gouvernement a évidemment, sur le fond et sur la forme, fait n'importe quoi et a fait preuve de beaucoup de naïveté. Vous savez, moi, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, parce que contrairement à d'autres, j'y suis allé l'année dernière, et j'ai rencontré les loyalistes, les indépendantistes, les Kanaks, des parlementaires de tous les bords, et j'ai pu comprendre ce qui se passait. Et évidemment, comprendre que s'il n'y avait pas d'accord global, on allait arriver à des tensions. Je vous entends, il y a un instant, vous utilisez le mot de cohérence du Rassemblement national. Bien sûr. Pardon, et au risque de me répéter, en 2021, vous considérez que le 3e référendum, votre famille politique, est définitif. Désormais, dans 40 ans, il faut un nouveau référendum. Olivier et Amandine évoquaient il y a un instant le vote de mardi. Comme un seul homme, le groupe Rassemblement national vote cette réforme constitutionnelle. Et quelques jours plus tard, ces deux principaux représentants, Jordan Bardella et Marine Le Pen, disent « Ah non, il y avait un problème de timing, il ne fallait pas le faire comme ça. » Mais attendez, pardon, ça donne juste l'impression d'un parti qui change d'avis, qui change de ligne au gré des événements. Non mais je vois pas bien en quoi on change ni d'avis ni de ligne. On vous dit la Nouvelle-Calédonie doit rester française. On vous dit qu'il faut donner des perspectives, qu'elles soient politiques ou économiques, à ce territoire. On vous dit on est pour le dégel du corps électoral. Et nous avons été, sur ces 3 sujets, parfaitement cohérents. Ce qui n'est pas cohérent, c'est ce que fait le gouvernement. C'est ses décisions unilatérales. C'est le fait de traiter à Matignon... Et si c'était à refaire, vous revoteriez pour la réforme pour le dégel du corps mardi électoral, évidemment. Pour le dégel du corps électoral,
évidemment. Mais quand on a un gouvernement, un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur qui considèrent qu'ils peuvent dialoguer avec les parties prenantes par visio, enfin, sur quelle planète vivent-ils? Un moment, il faut comprendre que la Nouvelle-Calédonie, on ne la comprend qu'en y allant, on ne comprend ses enjeux qu'en y étant attentif, ses perspectives qu'en les traitant. Et dans les accords de Nouméa, vous aviez d'ailleurs les perspectives économiques, vous aviez d'ailleurs un projet économique qui devait vivre. Il est passé où, et maintenant, ce projet économique? Pour avancer, Sébastien Chenu, est-ce que il faut un congrès, il faut réunir un congrès pour que cette réforme du corps électoral passe? Est-ce que vous êtes pour un report de ce congrès, le temps de discuter, quitte à donner aux émeutiers une forme de blanc-seing en leur disant finalement vous aviez raison d'utiliser cette méthode on ne va pas réunir un congrès maintenant, vu l'état des lieux. Enfin, vous vous rendez bien compte de la situation. Oui, mais il faut suspendre. Il faut d'abord rétablir l'ordre. Il faut d'abord rétablir l'ordre sur ce territoire français. Il faut rétablir l'ordre, c'est la première des choses. Ensuite, il va falloir, parce que ça se termine toujours comme ça, remettre les gens autour de la table. Il va falloir les ramener autour d'une table et il va falloir que le gouvernement français, ici positionné à Paris, comprenne que dialoguer avec les Calédoniens, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, ce n'est pas les opposer les uns aux autres, mais c'est essayer de trouver des voies de Mais pour parler très concrètement, Sébastien Chenu, l'échéance qui était fixée pour l'entrée en vigueur de cette réforme constitutionnelle, c'était le 1er juillet. Est-ce qu'il faut, en l'état, et une fois que l'ordre sera rétabli, suspendre l'entrée en vigueur de cette réforme constitutionnelle et donc décaler l'échéance du 1er juillet? On peut décaler, ainsi que les provinciales, de 6 mois. Sincèrement, on n'est pas à 6 mois près. À partir du moment où donc il faut décaler et il faut suspendre cette réforme constitutionnelle. À partir du moment où on doit retrouver des perspectives, on doit remettre les gens autour de la table, on n'est pas à 6 mois près. On doit pouvoir le faire dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des lois de notre pays, mais également dans le respect des outils économiques de ceux qui aujourd'hui les voient brûler. Moi, j'ai une pensée vraiment pour tous ces gens qui là-bas essayent de faire décoller l'économie calédonienne et qui aujourd'hui voient 200 millions d'euros de dégâts. Mais je vous le dis, ça a été particulièrement brouillon. Le travail du gouvernement a été brouillon. On ne sait pas où est passée la ministre de l'Outre-mer. Quelqu'un l'a entendu? Vous l'avez sur BFM TV hier. Dernièrement, elle était chez vous hier. Elle serait bien avisée d'aller aussi en Nouvelle-Calédonie. Elle est déléguée aux Outre-mer. Elle est ministre déléguée aux Outre-mer. C'est bien aussi qu'elle participe entre nous. Juste avant une question d'Olivier Beaumont sur l'état d'urgence. Si on se met à la place des loyalistes ou des Calédoniens qui, pour certains, ne peuvent pas voter compte tenu du gel du corps électoral, est-ce que là encore, en disant il y a un instant qu'il faut suspendre l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, décaler le Congrès, décaler les élections provinciales, est-ce que vous comprenez que précisément ces Calédoniens européens se disent mais attendez, nous on habite là-bas, pour certains depuis plus de 10 ans, et on nous dénie, encore une fois, on repousse ce qui peut apparaître comme une forme de logique démocratique, c'est-à-dire le fait d'avoir le droit de voter comme on est citoyen français. C'est pour ça qu'on a voté le dégel. C'est pour ça qu'on a voté et en même temps vous dites le dégel, il faut repousser. Le dégel qui avait été d'ailleurs mis dans les textes par Jacques Chirac. Je le rappelle aussi parce que quand j'entends François-Xavier Bellamy, alors c'est facile quand on n'a aucune chance évidemment d'arriver au pouvoir de raconter n'importe quoi, mais enfin c'est Jacques Chirac qui avait provoqué, qui avait installé le gel du corps électoral. Donc nous attendent le dégel du corps électoral. Nous considérons que le dégel du corps électoral il est nécessaire. Nous l'avons voté. Reporter les provinciales de 6 mois, c'est pas un drame en soi. Il faut que le calme revienne. Mais ça peut être perçu comme une faiblesse face à la violence. Non, parce qu'il faut retracer des perspectives. Toujours la fermeté. Il faut retracer des perspectives. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir comme priorité le rétablissement de l'ordre. C'est la première priorité. Et ensuite, de retrouver des voies pour un accord global, car on y revient toujours, un accord qui doit être institutionnel, politique et économique. On en est assez loin. Question d'Olivier. Alors le rétablissement de l'ordre, effectivement, mettre fin au chaos. Il y a un état d'urgence qui a été signé par décret par le gouvernement, qui est valable 12 jours. Pour être prolongé, en revanche, ça doit passer par un débat au Parlement, en conséquence par un vote. Si une prolongation de l'état d'urgence était décidée, et donc débattue et donc appelée au vote, est-ce que vous voterez ce prolongement ? J'ai aucun problème à le voter. Marine Le Pen avait été la première à demander l'état d'urgence. Comme elle avait été la première à dire à Gérald Darmanin, vous vous engagez dans une voie qui n'est pas raisonnable parce que vous allez au-devant de graves problèmes. Ils n'ont pas voulu écouter. Donc oui, s'il y a un état d'urgence, s'il doit être prolongé, il n'y a pas de problème à le voter. Gabriel Attal, le Premier ministre, vous pensez qu'il s'investit suffisamment dans ce dossier? Il devrait pouvoir en faire plus? On a l'impression qu'il découvre un peu la Nouvelle-Calédonie. Si vous voulez, quand il propose une visioconférence avec ses interlocuteurs, c'est un peu faible. Je vois par exemple qu'il y a des bonnes volontés, parce qu'il ne faut pas non plus noircir le tableau. Moi, quand j'y suis allé, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de maires loyalistes, qui sont des maires de la brousse, ce qu'on appelle la brousse, qui discutent
avec les indépendantistes. Eh bien, ces maires n'ont été associés à aucun moment donc c'est aux pas un bon discussions interlocuteur, du ministre de l'Intérieur. Il ne connaît pas bien le dossier, il ne s'y est pas investi, il faut quelqu'un d'autre. Il serait bon aujourd'hui qu'il s'investisse davantage. On a le sentiment qu'il regarde ça d'assez loin, qu'il délègue Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut au-delà un médiateur, quelqu'un d'extérieur? Plusieurs noms sont cités, par exemple celui de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Vous êtes favorable? Il faudra probablement quelqu'un, mais Édouard Philippe ne me semble pas être le mieux positionné, puisque comme je vous l'ai dit, il aurait dû effectivement s'activer davantage en ce qui concerne les réunions avec les signataires qui étaient prévues par l'accord de Nouméa. Il aurait dû, je pense... Les interlocuteurs locaux reconnaissent à Édouard Philippe d'avoir, semble-t-il, plutôt bien géré. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui était aux affaires. Il y a des tas de personnalités dans la société civile. Souvenons-nous, à l'époque, il y a eu des gens comme, qui sont aujourd'hui décédés, mais des gens comme Edgar Pisani qui avaient une autorité morale, politique. Ça, c'était à l'époque. On peut retrouver des gens comme ça. Je n'ai pas de nom en tête, mais il y a des gens dans la société civile, dans la haute fonction publique, des gens qui connaissent le terrain. Et moi, je salue d'ailleurs la fermeté et le bon sens de Louis Lefranc, le haut-commissaire que je connais, que j'ai rencontré, qui est un haut fonctionnaire, le représentant de l'État sur place. Qui est le représentant de l'État et qui fait son maximum pour stabiliser la situation. On trouvera évidemment une personnalité, mais évidemment, c'est nécessaire aujourd'hui qu'elle soit le plus neutre possible et la mieux connaissante possible de la Nouvelle-Calédonie. Si intéressée, me semble être la première des choses. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la Nouvelle-Calédonie sans y avoir jamais mis un pied, sans s'y intéresser, et en découvrant qu'on a un territoire d'outre-mer et quelqu'un comme Lionel Jospin, par exemple? Mais je n'ai pas d'a priori négatif. Il faut quelqu'un, en tous les cas, qui ait à la fois une connaissance du dossier, une autorité et une capacité à unir et à faire se parler les gens. Sébastien Chenu, la semaine a été marquée par ce qui s'est passé au péage d'Incarville, l'attaque du fourgon de Mohamed Amra et la mort de 2 agents pénitentiaires. Vendredi soir, le mouvement de blocage des prisons a été levé après la finalisation d'un accord entre syndicats et ministères sur l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité des agents pénitentiaires, notamment pour un meilleur armement, un recours accru aux visioconférences pour les auditions par les magistrats. Vous vous félicitez de cet accord? Ces solutions sont bonnes? Oui, d'accord, mais ça ne va pas assez loin. Là aussi, visiblement, ça va suffisamment loin pour que 3 syndicats sur 4 décident de lever le mouvement dans les prisons. D'accord, c'est un premier pas. Et les agents de la pénitentiaire, dont le statut, les conditions de travail sont difficiles. Moi, je serai à la prison de Valenciennes cette semaine, probablement à celle de Séquedin dans le Nord également. J'ai discuté avec eux cette semaine. Il y a d'autres sujets sur lesquels il faut avancer, notamment le plan de résorption des vacances de poste. Je pense que c'est important. Les problématiques d'extraction des délinquants. On sait bien que c'est par les problématiques d'extraction, de transfert d'une prison à l'autre. C'est là qu'une des réponses est de dire qu'il faut faire davantage de visioconférences. Absolument. Ça fait partie des demandes des syndicats de la pénitentiaire. Il faut y accéder. Au-delà de ça, ça pose d'autres problèmes. D'abord, le problème de la surpopulation carcérale. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans les prisons françaises. Que ce soit les 22,5% d'étrangers qui sont incarcérés dans nos prisons, ils devraient être renvoyés chez eux, expulser un étranger qui se comporte mal du territoire français. Ça libérerait de la place dans les prisons dont les taux d'occupation sont au-delà de 100%. C'est la Contrôleure générale des prisons qui nous en donne le chiffre. Il y a également toute la problématique de la psychiatrie en prison. Il y a, pour avoir visité des prisons, je l'ai vu moi-même, des gens qui n'ont rien à y faire parce que leur cas relève de la psychiatrie et non pas d'une incarcération. Dans l'immédiat, la tête de liste aux Européennes, Marion Maréchal, pour Reconquête, demande à ce que Mohamed Amra et ses complices soient retrouvés, je la cite, morts ou vifs. Vous reprenez la même expression ou elle vous choque? Non, enfin écoutez, moi j'ai pas de... Je souhaite qu'on retrouve Mohamed Amra et qu'il soit jugé. Mais est-ce que l'expression mort ou vif, oui, enfin, c'est une expression de cow-boy, excusez-moi. Moi, je suis pour un état de droit. Quelqu'un qui commet des assassinats et les familles qui sont endeuillées aujourd'hui sont évidemment dans la peine et on doit penser à elles. Mais on doit juger cet individu et on doit, puisqu'il n'est pas français, il était soumis à une OQTF, le renvoyer de là d'où il vient, qu'il aille purger sa peine dans son pays d'origine. Ces gens-là n'ont rien à faire sur notre territoire. Mais évidemment, la nullité de l'exécution des OQTF dans notre pays est un problème excessivement important. Gérald Darmanin avait dit on vise 100% d'exécution des OQTF en France. On en est à combien? Les chiffres planqués par Pierre Moscovici pendant le débat sur l'immigration nous disent qu'on est au maximum
à 10% d'exécution des OQTF. Donc vous voyez bien qu'on est très loin de la coupe aux lèvres, on est très loin de ce qu'il faut faire. Et évidemment, aujourd'hui, ce sont finalement ceux qui arrivent sur un territoire qui décident de leur sort. Ils arrivent en France, ils savent qu'ils n'en seront jamais expulsés, et certains se comportent très mal, ils savent qu'ils ne risquent finalement que très peu de choses. On parlait de Mohamed Amra et de la traque de ce fugitif. Vous expliquez qu'il était frappé d'une OQTF et qu'il devait donc quitter le territoire s'il était retrouvé. Mohamed Amra est français, né à Rouen. Donc il n'y a pas de sujet d'OQTF. D'accord, c'est pas de sujet d'OQTF. Le il sera concernant. incarcéré, enfin il y aura une peine d'incarcération Voilà. Dans notre pays. Il est français. Mais pour les délinquants étrangers, pour ceux qui sont délinquants étrangers et qui sont sous OQTF, et on en a vu dans l'actualité récente, voire très récente, et qui ont commis des meurtres, ils doivent évidemment être expulsés. Mais donc sur le cas de Mohamed Amra, s'il est français, il n'y a pas de sujet. Il fera sa peine en France lorsqu'on aura, je l'espère, remis la main dessus. D'accord. Question d'un téléspectateur, voilà ce que vous demande Patrick. Après l'attaque contre la synagogue de Rouen, faut-il renforcer la sécurité devant les lieux de culte de la communauté juive ? Ça me semble être une évidence et je crois, qui est déjà le cas, je crois que c'est fait. Mais encore un peu plus, et si oui, de quelle manière ? D'abord, dire la grande émotion que moi j'ai lorsque je vois que des compatriotes de confession juive aujourd'hui ont peur, mais surtout j'ai regardé les chiffres, demandent à faire un alia, c'est-à-dire à partir en Israël, à quitter la France parce qu'ils se sentent menacés. Je crois qu'on ne peut pas accepter ça dans notre pays. Les chiffres de l'antisémitisme ont explosé, plus 300% en 2024. Et on a l'impression que le gouvernement, parce que c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques années, que le gouvernement découvre ça comme une poule devant un couteau et ne sait pas comment faire. Il y a trois, j'allais dire, responsabilités partagées à cette situation. Il y a ceux qui sont dans le déni, qui considèrent que, comme Mme Valérie Hayé, l'immigration n'est pas un vecteur d'une certaine forme d'antisémitisme ou en tous les cas de délinquance dans notre pays. Je pense qu'effectivement, une importation d'une certaine forme d'immigration est un des vecteurs de cet antisémitisme. Il y a ceux qui sont dans la complaisance. N'oublions pas que l'ONU vient de corriger le bilan chiffré des victimes à Gaza de la guerre, ce qu'on peut appeler la guerre entre Israël et le Hamas. L'ONU a reconsidéré les chiffres du Hamas et on voit que... Alors, pour être très précis sur la façon dont l'ONU a reconsidéré, elle a reconsidéré la répartition entre hommes, femmes et enfants, mais sur les chiffres qui sont donnés et qui certes dépendent du ministère de la Santé du Hamas, ils ne sont pas revus à la baisse. Juste pour que les choses soient claires. En tout cas, à la baisse, elle a expliqué qu'il y avait beaucoup moins d'enfants et de femmes que ce que ne disait le Hamas. C'est une question de répartition, pas de nombre de victimes. Ça reste effroyable, ça reste effroyable. Mais simplement, ça veut dire qu'il y avait quand même une espèce de complaisance, y compris dans une élite française, à croire les chiffres du Hamas et à le relayer. Et puis pire, il y a ceux qui mettent effectivement de l'huile sur le feu. Je pense évidemment à la France insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, qu'on pourrait appeler la France, la LFI, la France intifada. C'est-à-dire celle qui, de Rafah à la Nouvelle-Calédonie, appelle à la violence matin, midi et soir. Ils ont une responsabilité dans ce qui se passe dans notre pays vis-à-vis de nos compatriotes. Est-ce qu'un parti qui a été dirigé et fondé par Jean-Marie Le Pen, condamné pour antisémitisme, peut se présenter comme le meilleur bouclier contre l'antisémitisme ? Vous allez nous la faire à chaque fois ? Quand vous recevez M. Glucksmann, vous lui parlez de son père, Glucksmann père, qui a signé une pétition pour la dépénalisation de la pédophilie ? Non. Donc, pardon, Sébastien Chenu, on est en train de parler de l'incendie d'une synagogue. Je veux bien qu'on pose toutes les questions à Raphaël Glucksmann, et d'ailleurs je le ferai ce soir, mais je ne vois pas bien le rapport. Et par ailleurs, vous appartenez à un parti, vous êtes aussi comptable de son histoire. Non mais chacun, on est comptable d'une histoire, certes, mais aujourd'hui, nous sommes le bouclier face à l'antisémitisme dans notre pays. Quand je vous dis, vous ne faites pas ce procès-là, malgré l'absence d'inventaire qui a été fait, malgré l'absence d'inventaire qui a été fait quant à l'histoire de votre parti. Nous l'avons fait, et nous avons fait plus qu'un inventaire. Marine Le Pen a fait une rupture avec son père sur ces sujets-là, précisément. Pas sur 50 sujets, sur ce sujet-là, précisément. Donc arrêtez de nous la faire à chaque fois, ou faites-la aux autres, parce que si ce n'est toi, c'est donc ton père, ça doit être valable pour tout le monde. Et je pose toutes ces questions, et nous posons ces questions à nos invités. Vous ne lui avez pas parlé de son père et de ses pétitions pro-pédophilie, vous auriez pu lui poser la question de savoir s'il était d'accord avec tout ça. Je ne vois pas le rapport entre les questions de tribune signée par son père et le fait d'appartenir à un parti politique qui a été fondé par quelqu'un, Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné pour antisémitisme. Vous avez répondu, dont acte, je vous invite à parler des pères des candidats
aux européennes, à C'est chaque pas fois les que pairs, là, vous c'est un parti recevez des politique. candidats. Que je sache, André Glucksmann n'a pas fondé un parti Vous leur politique auquel a trouvez- appartenu. Vous leur trouvez Raphaël toujours Glucksmann. de bonnes excuses. Je pour ne pense pas le que faire. ceux qui nous regardent. Vous trouvez toujours Non, de non, bonnes excuses. je ne crois pas, Sébastien Chenu. Question d'Amandine Atalaya. Oui, on voudrait comprendre vos envies ou pas, l'envie ou pas de Marine Le Pen de débattre avec Emmanuel Macron, parce que pour l'instant, ce n'est pas clair. Fin avril, le 21 avril, Benjamin, ici présent, demande à Marine Le Pen si elle serait d'accord. Elle répond « pourquoi pas ». Ensuite, elle dit non, finalement, seulement après les européennes. Et maintenant, elle dit oui, mais à condition qu'Emmanuel Macron mette dans la balance sa démission ou bien une dissolution. En fait, elle n'a pas envie d'y aller. Qu'est-ce qu'elle a, Marine Le Pen? Elle a peur de débattre avec Emmanuel Macron? Non, mais pour débattre, il faut qu'il y ait un enjeu intéressant, parce que Les européennes, c'est pas il y a intéressant les comme débats enjeu des européennes. Il y a les débats des européennes. Ça lui paraissait suffisant au début. Nous présentons notre président de parti politique, Jordan Bardella. Je note qu'à une époque, les grands partis politiques présentaient d'ailleurs l'ensemble de leurs présidents à cette élection qu'ils ne méjugeaient pas. On a eu des Laurent Fabius, des Michel Rocard, des Nicolas Sarkozy, que sais-je encore. Tous les présidents des partis politiques concouraient. Nous, on a choisi effectivement de mettre le président de notre parti politique, Jordan Bardella, pour cette élection importante du 9 juin. Les autres ont mis des seconds couteaux, des gens totalement inconnus, et s'en mordent les doigts. Et aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron cherche à trouver une solution, parce qu'il se dit Valérie Hayé, cool, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle perd des points, donc il faut essayer de trouver quelqu'un. Gabriel Attal, visiblement, qui va débattre face à Jordan Bardella, ne semble pas, aux yeux d'Emmanuel Macron, être la cartouche suffisante. Donc Emmanuel Macron dit, je pourrais peut-être moi-même aller débattre des sujets européens avec Marine Le Pen. Mais nous avons confiance en notre tête de liste. Jordan Bardella mène la campagne des élections européennes, et Marine Le Pen dit, OK, d'accord pour débattre, très bien, faisons-le ensemble, mais il faut qu'il y ait un enjeu. Alors Emmanuel Macron, si vous n'êtes plus le président au-dessus des partis politiques qui rassemblent les Français, si vous entrez dans la bagarre, en échange de quoi ce débat? Est-ce que si vous perdez la bagarre, vous démissionnez? C'est-à-dire que vous fixez, en fait, Sébastien Chenu, vous fixez des conditions dont vous savez très bien qu'elles ne peuvent pas être remplies. C'est une façon d'éviter le débat. Mais nous fixons des conditions comme Emmanuel Macron fixe les siennes, parce que... Pourquoi il dit, je suis d'accord pour débattre avec la chef de l'opposition? Vous êtes bien gentil, mais il a murmuré ça dans les coulisses de l'Élysée. Je ne crois pas qu'on l'ait beaucoup entendu le redire depuis d'ailleurs. Poser la question directement, mais... D'accord. Donc je crois qu'en fait, en réalité, Emmanuel Macron, comme d'habitude, raconte n'importe quoi. Ils essayent de trouver des artifices pour sauver leur misérable candidate. Désolé. Misérable candidate? Bah oui, en tout cas, c'est pas très brillant, disons. Non, misérable... écoutez, quand on fait à peu près la moitié du score dans les sondages du parti d'opposition, on ne peut pas considérer que ce soit ça vous est arrivé d'être battu très sèchement à des élections? Mais bien sûr. Je crois même au régional vous-même. Mais nous avons beaucoup d'humilité. Nous savons que c'est plus dur d'ailleurs pour nous que pour les autres. Parce que nous, en général, on est un peu moins aidés par le système. Vous êtes un peu grisé par les sondages en qualifiant votre second adversaire Madame Hayé n'est pas au niveau. Elle l'a démontré ici même. Olivier, regardez le dernier sondage. Elle l'a démontré face à Jordan Bardella, ici même, sur le plateau de Benjamin Duhamel, dont tout le monde a considéré qu'elle avait totalement perdu. Sébastien Chenu, pour nos téléspectateurs, on va regarder le dernier sondage, et là pour la Tribune Dimanche et BFM TV, où effectivement Jordan Bardella est à 32%, Valérie Hayé à 15,5%. C'est quoi? C'est gagné? Il y a même pas besoin de faire campagne? C'est pour ça aussi que Marine Le Pen dit à Emmanuel Macron, on verra plus tard. C'est la raison pour laquelle nous faisons campagne. Nous savons, et vous avez rappelé les régionales, vous avez eu raison. Nous avions des bons sondages pour les régionales. Et puis les électeurs ne se sont pas déplacés. Alors nous faisons campagne. Alors nous prenons cette élection au sérieux. Alors il y aura un meeting vendredi à Hénin-Beaumont avec Jordan Bardella dans ma région des Hauts-de-France. Oui, nous faisons campagne parce que... les enjeux sont importants. Toute l'année, on nous serine en disant on ne peut pas faire ceci à cause de l'Union européenne. On est obligé de faire cela à cause de l'Union européenne. Alors les enjeux et les impacts des décisions de l'Union européenne sont importants dans notre quotidien. C'est pour ça qu'il faut évidemment se battre. C'est ce que fait Jordan Bardella avec les 80 autres candidats. Alors, les enjeux sont importants, mais il y a un moment politique très important qu'on va suivre. C'est ce fameux débat télévisé entre Jordan Bardella et le Premier ministre Gabriel Attal. On a vu par le passé que parfois les débats, ce n'était pas forcément l'exercice dans lequel le RN et particulièrement Marine Le Pen s'en sortaient le mieux, référence au fameux débat. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Avec Emmanuel Macron. En tout cas, c'est pas si je ma question. Non, mais vous pouvez répéter ça, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais je vous dis un mot. Non, mais attendez, juste Olivier les débats, et vous verrez ce que disait Marine Le Pen. Ne vous arrêtez pas à la forme. Je sais que vous adorez la forme. Écoutez le fond de ce que dit Marine Le Pen. Ce qu'elle a dit dès 2017. On va pas faire les débats, mais de la première présidentielle. Question d'Olivier Beaumont sur le débat de jeudi. Est-ce qu'il y a un risque pour Jordan Bardella à affronter le Premier ministre Gabriel Attal jeudi soir? Lui qui est très haut dans les sondages, est-ce qu'il n'a pas que des mauvais points à prendre
dans cette séquence-là? Non, pas du tout. Jordan Bardella, il va pour défendre nos positions. Il va pour expliquer l'Europe que nous voulons et aussi, accessoirement, l'Europe que nous ne voulons pas. L'Europe que nous voulons, c'est une Europe qui protège, c'est une Europe qui produit, c'est une Europe qui rayonne, et c'est pas l'Europe qui empêche par des normes notre agriculture de pouvoir se développer, c'est pas l'Europe passoire, c'est ce que nous proposons, c'est l'Europe de la double frontière. Jordan Bardella, je crois ici même, C'est un l'a adversaire, fort bien c'est un expliqué. débatteur que vous prenez au sérieux, Gabriel Attal? Mais bien sûr, il est Premier ministre de la France. Nous le prenons tout à fait au sérieux. Et c'est, je crois, très important que ces deux philosophies, ces deux visions très différentes de notre avenir soient confrontées. Nous, on est pour une Europe, nous avons la vision d'une France souveraine dans une Europe des coopérations entre États. Nous pensons que les États peuvent très bien travailler ensemble. Donc, tout à l'heure, on parlait de la drogue, on parlait de Mohamed Amra plutôt, qui, sur fond de narcotrafic, n'a pas été retrouvé. Mais regardez, s'il y a bien un sujet sur lequel l'Europe devrait travailler, c'est une politique de lutte contre la drogue. Là, il y a vocation à y avoir de l'Europe. Pour le reste... Le PRN avait voté contre le renforcement des moyens Europol au Parlement européen. Non, pas sur les politiques de coopération avec la drogue, mais en revanche, sur le fait que l'Europe soit une passoire, qu'à travers Schengen, qui doit être réformé, la double frontière, comme l'a expliqué Jordan Bardella, c'est-à-dire l'incapacité, lorsqu'on arrive dans un État européen, de pouvoir se trimballer dans tous les États européens lorsqu'on n'est pas soi-même européen, eh bien ça fait partie vous savez de nos quoi, propositions. Sébastien Chenu, c'est intéressant, vous parlez de la double frontière, allons-y. Donc, pour ceux qui nous regardent, proposition de Jordan Bardella, double frontière, frontière à l'extérieur de l'Union européenne et frontière entre les États pour mettre fin à la libre circulation des étrangers non communautaires. C'est ça, proposition. C'est ça. Bon, on va être très concret. J'habite Valenciennes. Je travaille à Mons, en Belgique, à une trentaine de kilomètres de la ville de Valenciennes. Je traverse donc la frontière 2 fois par jour, le matin pour aller travailler, le soir pour rentrer chez moi, pour s'assurer que les non-communautaires ne pourront pas traverser la frontière entre la France et la Belgique. Ça veut donc dire que je serai contrôlé 2 fois par jour. C'est donc la fin de l'esprit de Schengen. Non, monsieur Duhamel, vous êtes caricatural. Non, pardon, je suis un peu lent parfois, vous savez, donc il faut m'expliquer les choses un peu. Je ne trouve pas que vous soyez particulièrement lent. En tout cas, c'est une proposition qui n'a pas été bien comprise. Je vous explique. C'est une proposition, il faut bien le dire, sur laquelle sont d'accord visiblement 15 pays de l'Union européenne qui se sont exprimés en disant... On ne comprend pas comment ça peut se faire. 15 pays de l'Union européenne viennent de se prononcer en disant on serait intéressé à revoir le pacte des migrations et en particulier les demandes d'asile faites à l'extérieur. Ça veut dire que ce pacte des migrations, parce que ça vient de là, n'est pas satisfaisant. Je le dis parce que vous nous faites passer pour des marginaux ou pour des gens qui n'avont pas réfléchi à l'aspect pratique des choses. Non mais je vous pose la question de l'application concrète de cette mesure de la double frontière. Évidemment aujourd'hui des contrôles aléatoires. Ils sont assez faibles, ils devraient être renforcés. Je note d'ailleurs que les 6000 postes de douaniers qui ont été supprimés sous Nicolas Sarkozy seraient peut-être bien utiles dans ces moments-là. Donc Sébastien Chenu, si je comprends bien, c'est un renforcement des contrôles aléatoires. Un renforcement des contrôles aléatoires. Et quand vous n'êtes pas citoyen... Mais donc c'est pas vraiment une double frontière, c'est-à-dire que si c'est des renforcements aléatoires, il y aura toujours des gens qui traverseront la frontière en étant des étrangers non communautaires. Non mais quand ils sont contrôlés et s'ils sont en situation irrégulière, alors ils seront sanctionnés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se balade. Ce n'est pas un mur, monsieur Duhamel. Nous ne sommes pas pour créer des murs. Mais donc ça ne change pas fondamentalement avec la situation d'aujourd'hui. Si, ça change fondamentalement. Quand vous êtes contrôlé et que vous n'êtes pas dans une situation régulière, eu égard à cette disposition, eh bien vous serez sanctionné et vous serez renvoyé. Je note d'ailleurs qu'il y a des changements très intéressants dans la doctrine des Européens. Monsieur Tusk, qui avait été présenté, le Premier ministre polonais, qui avait été présenté comme le rempart à l'extrême droite polonaise. Qu'est-ce qu'il dit ces jours-ci, Monsieur Tusk? Peut-être qu'il a adhéré au RN entre-temps, qu'il était hors de question d'accepter de nouvelles migrations, d'accepter le pacte des migrations et de payer des amendes. Donc vous voyez, ce que nous proposons fait chemin partout et fait chemin probablement dans un certain nombre de pays qui nous enverront des alliés. Juste avant une question d'Amandine Atalaya sur vos concurrents, adversaires de Reconquête, je ne sais pas comment il faut les qualifier, j'aimerais vous poser une question. Sébastien Chenu, est-ce que vous savez qui est le général Vanacci? Non. Non. C'est dommage. Parce qu'il est candidat aux européennes en Italie pour la Ligue, le parti de votre allié Matteo Salvini. Je vous lis quelques-unes de ses... Voilà, on voit sa photo. Je vous lis quelques-unes de ses saillies dans un livre qu'il a publié. Le livre s'appelait Le Monde à l'envers, sorti en 2023. Ouvrez les guillemets. Homosexuels, vous n'êtes pas normaux. Faites-vous une raison. Bon. Il parle aussi dans ce livre concernant une joueuse de volley-ball italienne noire, de traits, ouvrez les guillemets, qui ne représentent pas l'italianité. Ça ne gêne pas vos candidats du Rassemblement national de se dire qu'ils vont siéger à ses côtés dans le même groupe que lui? Non, moi je suis en désaccord avec ce genre de propos, évidemment. Enfin, je veux dire, vous ne trouverez personne chez nous pour être en accord avec ce genre de propos. Sur les alliés,
on ne cherche pas des clones. Moi, je suis en désaccord avec ses propos. Et M. Vanacci devra probablement s'expliquer de ces propos-là. Il s'est expliqué et il est soutenu coûte que coûte par Matteo Salvini, qui est votre allié. Ce que nous cherchons sont des gens qui sont d'accord avec nous sur notre vision de l'Europe, de la souveraineté et non pas de la dissolution de la souveraineté des nations. C'est pas rédhibitoire ce genre de propos? C'est ridicule. C'est pas rédhibitoire, c'est ridicule. Vous savez, est-ce qu'on peut siéger quand on est eurodéputé Rassemblement National à côté de quelqu'un qui dit aux homosexuels vous n'êtes pas normaux? Oui, écoutez, Renaissance siège à voter pour une présidente du Parlement européen qui est contre l'avortement. Alors, pardonnez-moi, mais je pense que c'est pas exactement la même chose que d'être contre l'avortement, ce qui est une position politique, que de dire aux homosexuels vous n'êtes pas normaux. Et l'un et l'autre ne sont pas des positions que je défends. Donc, mais je veux dire, Renaissance a fait voter, a fait élire présidente du Parlement européen une militante anti-avortement. Est-ce que vous dites à votre allié Matteo Salvini qu'il faut prendre une décision et écarter ce monsieur Vanacci? Nous serons capables de dire notre désaccord à ce monsieur sans aucun problème. Mais siéger Les Italiens choisiront s'ils ont envie de faire élire cette personne. Ce sont les Italiens qui choisissent. Oui, j'imagine que vous avez plutôt envie que les Italiens votent pour la Ligue. Moi, je ne suis pas en accord avec ces propos-là. Mais je suis en accord avec la Ligue sur la façon dont ils voient la position des nations dans l'Europe. Moi, je suis pour un renforcement des nations. Maintenant, je ne suis pas là pour faire l'inspecteur des travaux finis sur les propos des uns et des autres dans leur pays. Non, mais donc je retiens ridicule, mais pas rédhibitoire. Absolument. Question d'Amandine Atalaya sur les relations avec Reconquête. Oui, et un point de programme en particulier. Oui, on s'y intéresse. De la politique. De Marion Maréchal, qui propose dans son programme de, je la cite, supprimer tout financement au wokisme et aux associations militantes LGBT, comme les programmes intersectionnels d'Horizon Europe. La question lui est posée de savoir si ACT UP est concerné. Elle répond oui. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne? Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. ACT UP est une association de malades, dans mes souvenirs. C'est pas une association wokiste. Et si j'ai un bon souvenir, ACT UP est une association de malades du sida qui a d'ailleurs éveillé les consciences à la fin des années 80. Donc je ne l'arrange pas parmi les associations wokistes. Pour le reste, je ne sais pas quel est ce programme. J'ai probablement de fortes divergences avec les programmes. C'est une ligne qui est dans le programme de Reconquête. Oui, je veux dire, avec ces associations wokistes, LGBT, qui partout nous disent comment on doit penser, comment on doit faire, etc. La théorie du genre qui se développe, etc. Est-ce qu'il faut couper les subventions à ces associations? Aux associations wokistes, oui. Non, mais LGBT. Non, mais ça dépend ce que vous appelez une association LGBT. Il y a des associations LGBT qui, par exemple, sont les parents d'enfants gays. Je ne vois pas pourquoi on ne les aiderait pas. On a besoin de soutenir ce genre de choses. Mais sur ACT UP, par exemple, là, vous êtes en désaccord. Non, mais ACT UP, moi, je pense que ce n'est pas une association wokiste et il y a une utilité à ACT UP. Maintenant, il y a des associations LGBT qui défendent les causes des migrants, qui défendent l'intersectionnalité, etc. Tout ça, j'y suis très hostile et je suis évidemment partisan qu'on ne les finance pas. Olivier. Oui, deux questions. Ça veut dire que vous n'avez pas lu le programme de Marion Maréchal? Ça vous intéresse pas? Ce point-là, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que ça m'intéresse assez peu. Bon. Malgré tout, est-ce que vous avez envie de lui dire que elle pourrait revenir parmi vous à l'issue des élections européennes? Si elle a envie. Bien entendu. Enfin, si elle a envie, si on a envie aussi, surtout, non? C'est la question. Et alors, la question se pose. Écoutez, elle a fait un choix. Oui. Marion Maréchal, c'est de s'opposer à Marine Le Pen à la présidentielle, de soutenir un autre candidat, de s'opposer à Jordan Bardella à l'élection européenne, de soutenir sa propre candidature. Et je crois qu'elle a fait des choix. Alors rien n'est jamais irréversible dans la vie, mais si elle revenait, ce serait sur la base de ce que nous proposons. De notre programme, notamment la réforme des retraites que nous avons combattue et qu'elle n'a pas combattue. Aujourd'hui, elle fait un autre chemin. Elle fait son chemin. Alors peut-être que ce chemin est plutôt une impasse et qu'elle s'en rendra compte. Mais je pense que moi je suis pas. Donc vous êtes un peu rancunier. Moi je suis pas. Oui, je suis un peu rancunier. Mais je suis pas pour la mort du petit cheval. Je veux dire, si Marion Maréchal a un éclair de lucidité et qu'elle se dit que notre programme, nos troupes et notre méthode a plus vocation demain à conquérir le cœur des Français pour gouverner la France et qu'elle a envie de nous aider, qu'elle vienne. Elle est la bienvenue sur la base de ce que nous proposons, pas sur la base de politiques ultralibérales, comme j'ai pu les entendre dans la bouche d'Éric Zemmour en particulier. Mais je pense qu'il y a effectivement, en tous les cas, chez Reconquête, on le voit, une différence d'approche entre Marion Maréchal et Sarah Knafo, qui sont en guerre. Bon, voilà, c'est la vie des partis politiques. C'est arrivé aussi
C'est arrivé dans Front tous les National, partis Rassemblement politiques. National, et dans tous les partis politiques, c'est vrai. Question d'Amandine. Sur le lien entre Jordan Bardella et Marine Le Pen et la place que prend aujourd'hui Jordan Bardella qui est importante. Il y avait un article hier dans le journal Le Monde qui s'appelait « Marine Le Pen ne veut pas laisser toute la lumière à Jordan Bardella » et vous apparaissez dans cet article, on dit que vous avez plaidé pour qu'il y ait un rééquilibrage et que Jordan Bardella prenne un peu moins de place. D'abord, non, je n'ai pas dit ça. est-ce que c'est vrai? Entre guillemets, il y a Et un est-ce que rééquilibrage. vous poussez pour que Marine Le Pen apparaisse davantage? Non, mais moi, je souhaite que les choses, et elles le sont dans le cœur de nos militants et de nos adhérents, mais soient claires. Jordan Bardella mène la campagne des élections européennes avec le talent qu'on lui connaît et qui est, je crois, désormais reconnu par tout le monde. Il le fait, on verra le score le soir des élections, mais il le fait avec énergie et avec conviction. Jordan Bardella est en train de se préparer, je le pense et je l'espère, pour ensuite pouvoir aller à Matignon si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Il fait de l'ombre à Marine Le Pen ou pas? Ah non, c'est un tandem extrêmement complémentaire. Marine Le Pen se prépare, c'est pas un secret, elle l'a dit elle-même, pour être candidate à l'élection présidentielle. Je crois qu'elle a besoin à ses côtés de quelqu'un qui complète son offre politique, qui complète sa personnalité. Il la complète de façon générationnelle, il la complète dans sa personnalité. Il la dépasse dans un sondage aujourd'hui que vous avez dû voir. La vie des sondages, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Mais juste qui dit que Jordan Bardella est aujourd'hui le meilleur opposant à Emmanuel Macron devant Marine Le Pen. Mais on est en campagne européenne et Jordan Bardella est probablement celui qui prend le plus la lumière pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Et on a besoin de lui. C'est un problème? C'est une chance. C'est une chance. Moi, je suis content que dans notre famille politique, on ait deux leaders de cette dimension qui, je crois, plaisent autant aux Français. Il y a beaucoup de familles politiques, y compris la majorité, qui aimeraient avoir autant de leaders politiques qui puissent être en capacité de gouverner la France demain. Olivier Beaumont. Oui, à l'automne prochain se tiendra le procès des emplois fictifs des eurodéputés RN au Parlement européen. On sait que Marine Le Pen encourt une peine d'inéligibilité. Si tel était le cas, est-ce que Jordan Bardella pourrait faire un bon candidat de substitution pour 2027 ? On verra ce qui se passera, mais j'ai vu ce qui s'est passé pour ceux qui avaient dû répondre des mêmes chefs d'inculpation comme François Bayrou. Il y a eu appel. Et les sommes dans l'affaire du RN sont bien plus importantes que dans le cadre du Modem. François Bayrou n'est pas condamné à ne plus pouvoir faire de politique. Donc, par conséquent, je pense que par gémellité, par effet miroir, il n'y a pas de raison que Marine Le Pen le soit. On verra ce que la justice dira. Nous voyons ça avec plutôt beaucoup de sérénité. Nous n'avons rien à nous reprocher dans cette affaire. Il n'y a aucun financement, enrichissement personnel, il n'y a pas d'emploi fictif. Tout ça a été établi clairement. Ça serait le successeur naturel de Marine Le Pen? Le jour où Marine Le Pen souhaite passer la main, il y a toujours un jour où on souhaite passer la main dans la vie. Jordan Bardella est effectivement aujourd'hui celui le plus à même de lui succéder. Mais ça ne va pas lui donner des idées à Jordan Bardella, ces bons sondages? Non, mais si vous la vie politique est faite de personnalités qui, ayant des bons sondages, se disent qu'ils pourraient être calife à la place du calife. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Vous adorez la politique fiction. Chez nous, il n'y aura pas de Balladur Chirac, il n'y aura pas de Marion Sarah. Ça ne marche pas. Notre famille politique ne se structure pas ainsi. On est sérieux. On travaille à la conquête du pouvoir, à redresser notre pays. On n'a pas besoin de ce genre, effectivement, de dissension. Pour terminer, Sébastien Chenu, une question d'une téléspectatrice. Voilà ce que vous demande Huguette. Est-ce que la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine serait un danger pour l'Europe, l'élection américaine qui doit avoir lieu en novembre? Un danger pour l'Europe, j'en sais rien. Donald Trump ou Joe Biden ont une chose en tête, c'est défendre l'intérêt des Américains et des États-Unis. Donc vous les renvoyez dos à dos, c'est pareil? Mais oui, parce qu'en fait, nous n'avons rien à attendre ni de Biden ni de Trump. Ils défendent les intérêts des Américains. Moi, j'aimerais un président de la République qui défende les intérêts des Français. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression de voir un Emmanuel Macron qui défend l'intérêt d'un coup de l'Europe. Attendez, juste Joe Biden et Donald Trump, c'est vraiment la même chose quand on voit le bilan du mandat de Donald Trump, quand on voit ses propos en campagne. Non, mais je veux dire, en politique intérieure, c'est probablement assez différent, mais c'est aux Américains de juger. Je ne suis pas américain, ils feront leur choix. Mais en ce qui concerne la politique Donald Trump étrangère, qui menace de suspendre les financements de l'OTAN, qui dit si l'Europe n'investit pas, qui dit moi ou Joe Biden qui menace de suspendre le financement d'Israël. Donc vous voyez, il y a chez ces candidats et chez présidents et anciens présidents américains quelque part une gémellité qui fait que de toute façon... Donc c'est pas un danger. Donc c'est pas un danger l'élection de Donald Trump. L'Amérique est à la fois
un ami, un partenaire, un concurrent. Merci beaucoup Sébastien Chenu Merci. d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci. Et bonne Pentecôte. Bonne Amandine. fête de la Pentecôte. Merci Amandine, merci Ça va vous aider. Merci. Olivier. Tout de suite, vous retrouvez Ronald Guintrange et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 18h pour C'est pas tous les jours dimanche. 2 rendez-vous. Le candidat Raphaël Glucksmann sera mon invité à 18h et à 18h30, nous rejouons le débat qui s'est passé devant les murs de Sciences Po entre François-Xavier Bellamy et Louis Boyard. Sébastien Chenu, on vient d'en parler, on ne refait pas le match. On pourrait lui reparler de son père. Belle journée, vive la politique.